Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour cette deuxième édition NBR's Band of NBR's, le podcast numéro 2, dimanche 21 février. J'espère que vous allez bien. Bonsoir à toute la team présente ce soir. On a donc Pierre, Victor, Vincent et un nouveau venu, Flo, alias supporter des Clippers notamment. Je disais la semaine dernière, on est assez nombreux. On va essayer de faire tourner les équipes, mais il y a quand même on va dire des patrons, on va dire les piliers d'équipe qu'on garde tous les soirs dans la mesure du possible. Comment s'est passée la semaine, les gars? Ça va? En forme pour discuter une nouvelle fois pendant la NBA? Très bien, merci. On va essayer de faire un peu plus court que la semaine dernière parce que on a pris beaucoup de plaisir la semaine dernière, mais c'est vrai qu'une heure, un peu plus d'une heure, c'était peut-être un petit peu long. Donc là, on va essayer de raccourcir un petit peu, mais bon, on sait bien que quand on aime, on ne compte pas. Voilà, on va densifier. On va commencer maintenant. Vous avez peut-être l'habitude, on va commencer par la première partie de ce podcast avec un T, je rappelle. C'est les tops et les flops. Vous avez donc 3 minutes chacun pour nous dire un petit peu ce qui vous a plu dans la semaine, ce qui vous a déplu dans cette semaine écoulée de NBA. On a vu pas mal de très belles choses, notamment. Qui veut prendre la parole? Bah écoutez, moi un petit nouveau. Allez, honneur au nouveau. Merci. Sans bisutage. Ouais, petit bisutage. Bon, allez, c'est parti. Moi, en top, des premiers de la conférence Ouest, le Jazz, qui continuent sur leur lancée. Cette semaine, ils font 3 victoires, une défaite. Leur seule défaite, c'est en back-to-back avec les Clippers, où il y a eu le retour de Paul George et Leonard qui étaient reposés, de Batum aussi qui était reposé, donc ils perdent de peu, mais ça leur fait quand même 3 victoires. Ils avaient les Sixers cette semaine, le match de Vincent qui était annoncé. Ils leur collent plus 11. Donc ils sont largement premiers à l'Ouest. À chaque fois que je regarde leur box score, c'est très solide. Clarkson d'ailleurs en a mis 40 contre les Sixers alors que c'est censé être le 6e homme. Donc c'est vraiment impressionnant. On a dépassé le tiers de la saison. Ouais, il s'installe clairement. On commence à se faire parlé. Tout le monde allait prendre au sérieux quand même. Ouais, c'est ça, on en parlait un peu, savoir est-ce que c'était un petit phénomène de mode, mais là, pour moi, ils ont dépassé le tiers de la saison, ils sont en tête, et s'ils continuent comme ça, ils vont pouvoir gérer leur avance, donc voilà, ils m'impressionnent. Et ils n'ont pas l'air en sur-régime. Ouais, pour le moment, ouais, effectivement. Ils ont l'air d'être une vitesse de croisière, et ça suffit à marcher sur tout le monde. Après, par rapport aux autres, ils passent à travers les blessures. Exactement. Les Lakers sont gênés, les Clippers sont gênés par les blessures. Les protocoles Covid aussi. Tant mieux pour eux. Et le protocole Covid. Même Philly a eu des petits soucis. C'est vrai. J'ai un deuxième top aussi, les Nets sur la côte est, ce coup-ci, qui ont l'air vraiment lancés. Cette semaine, ils ont quand même les Warriors, les Suns et les Lakers à leur tableau, avec les Browns, toujours là. Ils ont pris la deuxième place aux Bucks. Ils sont à 2 victoires des Sixers. J'ai l'impression que la petite guerre d'ego qu'on aurait pu craindre avec les 3 stars est mise de côté, et ça commence à me faire très peur. La petite réserve, c'est que Durant, il n'est pas toujours là quand même. Hein. Ouais, justement. Et donc ça peut être effrayant, mais en même temps, est-ce qu'on peut dire qu'ils ont trouvé leur rythme de croisière? J'avoue que les deux, Irving et Harden, ils sont énormes, mais quand tu vas rajouter Durant, peut-être que ça peut juste dérégler la machine, tu vois. C'est possible, parce qu'ils ça sont arrive. fait pas mal accrochés quand ils. Bon, franchement, j'ai pas les stats quand ils étaient tous les 3, mais ils ont perdu quelques matchs quand même. Et on sait pas ce que ça va donner quand ils seront vraiment au complet. Mais en plus, là, ils ont l'intention de se renforcer, sûrement avec un intérieur, peut-être Drummond, peut-être. Cousins. Cette chose que. Cousins, on entend parler de Cousins aussi. Cousins. Donc ça va encore bouger. Mais franchement, c'est vrai qu'ils gagnent, quoi. Ils gagnent, ça, c'est essentiel. Ouais. Ton flop? Et un petit flop, les Bucks. Les Bucks qui n'arrivent pas à se relever, ils ont perdu la 3e place, ils arrivent à perdre cette semaine contre OKC. Ils n'arrivent pas à enchaîner surtout. Semaine, OKC qui est avant-dernier. OKC, c'est une équipe relou quand même, sans être aussi fort que l'année dernière, mais c'est quand même une équipe relou. OKC. Ouais, j'entends bien, mais moi je suis assez élitiste, et quand tu prétends à jouer la bague en fin de saison, tu dois être performant. Surtout contre les petites équipes, notamment, NBA, on sait que c'est un long marathon sur toute la saison, plus les playoffs, mais voilà, ils perdent en back-to-back contre les Raptors. Et bon, ils font une petite victoire hier contre. Ils perdent les 2 fois.
perdent les 2 fois. Ils font une petite victoire hier contre OKC en marquant moins de 100 points. Et je me demande si la prolongation en fin d'année de Antetokounmpo, ouais, ça doit être ça. Ça passe. Ouais, c'est passé. Je me demande si la franchise, elle n'a pas un peu décompressé en se disant c'est bon, on a renouvelé notre superstar, on est un peu tranquille et tout le monde s'est un peu reposé là-dessus. Et, je sais pas, je suis peut-être un peu sévère, mais il y a l'arrivée de Jrue Holiday aussi qui redistribue un peu les cartes, le changement de quelques joueurs qui étaient faits dans l'équipe. Mais peut-être que tu as raison, peut-être que c'est une raison. Après, moi, je me trouve très dur avec les Bucks parce qu'ils sont quand même 3e et ça fait 2 semaines qu'on les met dans les flops. C'est la loi. Mais on les attend pas ici. Jrue Holiday, tu parles, l'intégration de Jrue Holiday, au départ, c'est un vrai renfort. Donc tu l'attends. Oui. T'attends qu'il passe un vrai cap. Et là, cette semaine, tu voyais un comparatif au même niveau de la saison l'année dernière. Ils étaient premiers avec 3 défaites. Aujourd'hui, ils en ont, je sais plus, 11 ou 13 défaites. 17 victoires, 13 défaites. Combien ? 17 victoires, 13 défaites. J'ai pas entendu quelque chose. 17 victoires, 13 défaites. C'est énorme. C'est beaucoup. On t'entend pas bien, Chos. Il y a un truc qui bug, Chos. On t'entend pas bien. Ah, ok. Et les Bucks, tu dis, je sais plus, on parlait de leur défaite contre les Grizzlies ou OKC, je sais plus. On a le droit de perdre contre eux, mais quand on perd 5 de suite, au bout d'un moment, on va te juger. Et là, ils sont en dessous, c'est clair et net. Alors, après aussi, Pierre. On va faire les choses dans l'ordre. Qui souhaite enchaîner pour ses top et ses flops? Bah écoute, je vais enchaîner. Bah écoute, moi, je vais différencier Ouest et Est. Je vais commencer par la partie Ouest parce que ça sera plus simple. Mon top, c'est Jazz, comme Flo. Ils continuent sur le rythme de croisière, donc ça, pas de souci là-dessus. Ils sont vraiment bien sur cette semaine, vu qu'effectivement, on se base sur la semaine. Alors j'espère aussi que ça va durer dans le temps, qu'ils vont continuer à échapper aux blessures et continuer à échapper au confinement suite éventuel Covid. Donc ça, pourvu que ça dure pour eux. Je mets top aussi sur les Blazers. J'ai vraiment bien aimé Damian Lillard sur les matchs. Donc que l'équipe continue comme ça, donc ils sont plutôt pas mal. Mon flop à l'Ouest, c'est les Lakers. Lakers, une victoire, 3 défaites. Anthony Davis manquant, donc LeBron, il ne peut pas tout faire tout seul. Ça s'est encore vérifié hier soir avec une défaite. Donc, il fait ses stats, mais à côté, il n'est pas vraiment aidé. Je suis un peu déçu de l'apport de Marc Gasol, en tout cas pour ce premier tiers de saison. Donc, à voir s'il va pouvoir réagir. À l'Est, mon flop, mes top plutôt, c'est les Nets. Les Nets, sans Kevin Durant, ils arrivent à faire quand même de grandes choses. James Harden a l'air de vouloir rejouer au basket, entre guillemets, en équipe, j'entends. Donc, ça, c'est plutôt pas mal. J'ai entendu qu'il avait fait un mea culpa sur son comportement à Houston. Oui. La fin de ça, alors, effectivement, ouais, j'ai entendu ça. C'était bien de sa part, effectivement, de calmer un peu le jeu, parce qu'effectivement, il a ramassé quelques billets. Donc il fallait qu'il tempère. Les Raptors, mon top aussi, puisqu'ils ont fait quand même une bonne semaine. Je vais mettre aussi un petit à prendre avec des pincettes, parce qu'ils sont en bas de classement, mais les Wizards, en top. Ils ont fait 4 victoires, 0 défaite. Bradley Beal, il était bouillant. Et mon flop, ça va être malheureusement les Bucks. Les Bucks, alors oui, ils sont 3e. Oui, il manque Jrue Holiday. Oui, il ne devrait pas être à ce niveau-là. Mais vu qu'on se base sur la semaine, c'est pas possible. Une équipe qui vise le titre, j'ai l'impression aussi que Giannis accuse le coup, où les équipes adverses s'adaptent à son jeu. Donc voilà, pour tout ça, ils se retrouvent en flop, les Bucks, sur cette semaine. Merci Victor, précis, concis comme d'habitude. Pierre, Vincent Pierre, vas-y Pierre. Ouais, si vous voulez. Alors moi, le truc, c'est que mes tops ont été pris très régulièrement. J'avais les Nets, j'avais le Washington, c'est pas grave, ça. Chacun j'avais Toronto. Donc on a eu à peu près la même vision des choses. J'avais pas mis Portland à proprement parler. J'avais mis Lillard, qui je trouve fait quand même des résultats incroyables, parce que pour le coup, il est tout seul. McCollum, il n'est pas là. Nurkic n'est pas là. Carmelo, il peut, comme le disait Zichan la semaine dernière, Carmelo peut sortir du banc et prendre feu, mais ça reste l'ombre de Carmelo qu'on a connu. C'est plus le même joueur. Et donc, il est quand même tout seul et il fait tout. Il est au fond, je ne sais pas si vous avez suivi, mais Gary Trent Jr., il fait des super matchs. Ouais. Et il remplace exactement. Je ne sais pas d'où il sort, enfin, si, mais je veux dire, je trouve qu'il fait des matchs à 20 points et plus.
comme McCollum il y a 3-4 ans, quand il a explosé presque du jour au lendemain, le gars, il sort et il devient le lieutenant de Damian Lillard. Et du coup, non, il n'est pas tout seul. Bien sûr, il fait des gros matchs et tout, mais il n'y a pas d'ajustement. Il n'y a aucun coach qui fait d'ajustement dans sa défense sur Gary Trent. C'est ça que je veux dire. C'est qu'il est bon actuellement, mais ce n'est pas encore un joueur qui pèse et il est encore assez c'est aussi du crédit à donner. C'est aussi du crédit à donner au coach de Portland, parce que Gary Trent Jr., effectivement, il est performant et il apporte à côté de Damian Lillard, mais c'est vrai que Damian, c'est vraiment le patron. Ça veut dire qu'il va passer 3/4 temps. J'ai bien aimé une interview qu'il a sortie cette semaine où il disait les défenseurs, je vois qu'ils craignent à chaque fois que j'ai le ballon, même si j'en rate 100, et le 100e, ils vont quand même défendre, parce qu'à tout moment, je peux prendre feu et faire basculer le match. Donc, c'est exactement ce qui s'est passé cette semaine. C'est vrai qu'il reste sur 4 gros matchs quand même. 35, 43, 31 et 34 points sur les 4 derniers matchs. C'est pour ça. Le dernier point positif que j'avais, c'est un peu plus personnel, encore une fois, c'est sur Zion Williamson, qui, je trouve, pour un mec qu'on considère comme un sophomore, mais au final, il a joué 30 matchs la saison dernière, il a des stats très, très sérieuses. Il révolutionne pas le jeu, sauf qu'il fait quand même 24 points quasiment tous les soirs, il fait ses 7-8 rebonds, il gêne énormément les défenses adverses, il peut défendre sur le match où il joue contre Memphis, où il défend sur Valanciunas. Il y a des moments où Valanciunas, c'est quand même un mec assez costaud dans la ligue, il n'arrive pas à l'enfoncer, quoi. Et donc, gros crédit à Zion. Et tu le sens monter en régime. Ouais. Et je fais très vite pour mes flops. Cleveland, avec le comportement avec Drummond, je ne comprends pas trop. Si tu as envie de trade un joueur, tu n'es pas obligé de le mettre sur le bout de ton banc, mais ça, je ne m'y connais pas, mais je trouve ça bizarre. Atlanta, pourquoi ça ne prend pas? Pourquoi ça ne marche pas? Et je trouve que Houston, avec Boogie, même si, DeMarcus Cousins, même si ce n'est pas un joueur incroyable, c'est quand même un mec qu'on pourrait plus respecter que ça, parce que il se fait salir partout où il passe. Voilà. C'est peut-être par hasard. Parce qu'on rappelle qu'il va se faire couper par Houston, ou on ne sait pas trop, mais il va changer de club, quoi. Ouais, coupé par Houston. C'est un peu comme pour Drummond, quoi. Je trouve que alors que t'aies pas envie d'un mec et que tu trouves que c'est un poids pour ton équipe, c'est une chose. Mais les virer de manière aussi cash, faire cette pub-là, est-ce que c'est une bonne manière même de pouvoir les vendre après? Enfin, je sais pas, j'ai trouvé ça flop. Je trouve quand même un truc qui est fortement atypique là, cette saison, c'est cette histoire de trader les joueurs, comme tu disais, les mettre sur le banc. Blake Griffin, on arrête de le faire. Bon, après Blake Griffin, c'est encore différent. Physique, hein. Ouais. Voilà, c'est terminé pour lui. Cousins, je trouvais qu'il rendait des bons services. Il lui garantissent un contrat jusqu'à la fin de saison. Et 2 jours après ou 3 jours après, on lui dit, écoute, finalement, d'un commun accord, ils ont soi-disant décidé qu'il pourrait partir ou se faire virer. Je trouve quand même les pratiques, je comprends aussi le coup de gueule de Draymond Green, parce qu'effectivement, les joueurs, quand ils te disent, oui, j'ai des problèmes mentaux, etc., je trouve ça pas très sain de la part des équipes. Mais après, c'est un business. Hein. Quand tu signes là-bas, voilà. Je pense que franchement, ça nous dépasse un peu, c'est du business. Les mecs qui prennent les décisions, ils n'ont pas les mêmes enjeux que nous, spectateurs ou juste passionnés. C'est des vrais business. Si Drummond, ils le mettent sur le banc avant de le trade ou avant de le couper, avant de l'échanger, c'est aussi peut-être pour prendre des précautions. Ouais. Ça semble évident. Tu vois la valeur marchande que Drummond il a aujourd'hui. S'il se blesse au genou, une blessure, il perd tout. C'est pas comme, tu vois, c'est pas comme un top player. Je veux dire, entre guillemets, Giannis, il perd pas de valeur s'il se blesse au genou demain, mais Drummond ou certains gars comme ça de middle zone, sans manquer de respect à Drummond, s'ils se blessent, ils perdent toute leur valeur. Et donc sur le marché des transferts, ça vaut plus rien. Donc franchement, c'est un business. Franchement, ça nous dépasse. Je comprends que enfin, c'est comme ça que ça se passe. Et le coup de gueule de Draymond Green, il est symbolique, il est mignon. Il s'est plaint que les propriétaires ont tous les pouvoirs de dire je veux t'échanger comme je veux. C'est comme ça que ça se passe et c'est grâce à ça qu'ils ont du succès, et ils sont payés à ce prix-là et tout. Donc c'est la rançon de la gloire, les amis, malheureusement pour vous. Et désolé. Je te laisse finir cette première partie. Nous on est bien peinards, on sait où on habite, nous. Je te laisse finir cette première partie, Vincent. Comment? Je te laisse finir cette première partie avec tes tops et tes flops. Oui, alors je vais finir rapidement. Alors c'est pas du tout un top, un flop, c'est plutôt un message que je voulais faire. Alors on a je cherche à vendre ma voiture.
En fait, on se nourrit grâce à Beansport de NBA beaucoup plus facilement depuis plusieurs années. Et au quotidien, moi, je suis l'émission NBA Extra qui est en direct à 12h45. Et d'ailleurs, j'aimerais tirer un grand coup de chapeau à Jacques Monclar, qui pour moi, c'est le meilleur spécialiste NBA de France. Vraiment, il a des analyses hyper fines. Tu as l'impression, je ne sais pas comment il fait, parce qu'on est tous d'accord que ce n'est pas possible, qu'il voit tous les matchs, qu'il suit toutes les équipes, qu'il connaît tous les joueurs, tous les états des effectifs, des collectifs, des systèmes mis en place et tout. Je trouve le gars, franchement, autant dans le passé, j'ai eu affaire à lui et tout. Maille à partir. Maintenant, je trouve que c'est petite affaire. Non, je plaisante. J'ai rien contre lui, et au contraire, je trouve qu'il est devenu vraiment le spécialiste NBA, et qui en fait pas trop, qui fait juste ce qu'il faut. Il y a vraiment du contenu et rien d'autre dans ce qu'il dit, et ça, franchement, j'aime beaucoup. Et j'aimerais dire, toujours sur le même sujet, concernant NBA Extra, quand Xavier Vaution prend la parole pour commenter un match, un résumé de match, parce qu'il n'y a pas à faire qu'il y a des spécialistes qui vont s'informer sur NBA.com ou sur le site de la NBA ou quoi. NBA Extra, enfin Beansport, c'est de l'information facile à prendre. Et quand il commente un résumé de match, on veut autre chose que simplement un panier de Damian Lillard, un panier de Gary Trent Jr., un rebond d'Enes Kanter. Je trouverais ça beaucoup plus intéressant qu'il nous raconte le fil du match, c'est-à-dire telle équipe a pris un super départ, il y a eu un run avec une super adresse d'un tel, le retour, à la mi-temps ils sont tombés. Enfin tu vois, parce que savoir qu'un tel a mis un 3 points, l'autre a mis un 3 points, l'autre a mis un 3 points, on voit les actions, tu vois, et lui il nous commente les actions qu'on voit dans le résumé. Mais c'est beaucoup plus sympa qu'il nous raconte le fil du match. Vous voyez la nuance ? Ouais, bien sûr. Pourquoi dire, les mecs ils sont revenus de 21 points. Ah ouais, ça c'est quelque chose à noter, tu vois. Qu'il y a eu un panier hyper important qui a fait tourner le match à un momentum. Ça aurait été cool. Et du coup, voilà, j'aimerais qu'il nous raconte plus le fil du match quand il fait un résumé de match, plutôt que juste balancer le nom des scoreurs qu'on connaît tous et qu'on reconnaît, merci qu'ils ont un numéro de maillot et tout. Bah, voilà, donc Xavier, si tu nous regardes, dès demain, on compte sur toi. Partiront pas en vacances ensemble. Et Jacques, il y a une critique constructive, hein, Xavier. Hein. C'est constructif. Hein. Non, c'est qu'on veut savoir ce qui s'est passé pendant le match. Savoir, on l'a sous les yeux, on voit Damian Lillard mettre à 3 points. J'ai pas besoin d'entendre Damian Lillard a mis à 3 points. Je veux savoir à quel moment, quel a été l'écart, s'il y a eu des runs dans ce match. Ça, c'est sympa. Voilà. Merci pour ce coup de gueule, on peut dire ça, mais c'est aussi l'esprit. On se retrouve dans quelques minutes pour une deuxième partie débat. Je pense qu'on va bien se marrer là. Il y a pas mal de choses à dire. On va parler notamment des Français, entre autres. À tout de suite. Allez, on est prêts. À tout de suite. On est de retour pour cette deuxième partie consacrée à nos deux débats. On va parler des Français et puis on va parler de l'éternelle rivalité entre l'Est et l'Ouest. On commence avec les Français. Alors, on a tribalement intitulé cette partie Rudy Gobert cache-t-il l'arbre de la forêt côté français. C'est un petit peu plus compliqué que ça, mais j'aimerais avoir votre avis, messieurs, sur les Français. Ils sont 11 cette saison à faire officiellement partie des effectifs de NBA. On a Rudy Gobert, Nicolas Batum, Evan Fournier, Timothée Luwawu-Cabarrot, Kylian Hayes, Seydou Doumbouya, Théo Malédon, Franck Ntilikina, Kim Thi, et enfin Vincent Poirier. Et j'en ai un dernier qui me manque, c'est Mokoma qui joue à Mokoka qui joue à Chicago. Qui veut prendre la parole? Il y a beaucoup de choses à dire. On va commencer par parler évidemment de celui qui porte le mieux les couleurs françaises en ce moment. J'ai bien entendu parler de Rudy Gobert. Écoute, moi, je vais bien commencer. Hein. Vas-y, Rudy Gobert, ça va être simple, il n'y a rien à dire. Ça veut dire que le mec, dans son équipe, pilier d'équipe, incontournable, joueur All-Star, il a un petit peu boulard en ce moment, mais c'est normal. Il fait effectivement des stats sur cette saison qui ressemblent à ses stats habituelles. Son équipe gagne, première du... Voilà, moi je trouve rien à dire. Alors effectivement, il prend un peu la place sur les joueurs français, mais c'est normal. Son équipe il domine le championnat, donc voilà, il n'y a rien à dire pour moi. Il mérite sa place de numéro 1 français sur la saison. On est tous d'accord là-dessus. Il y a effectivement rien à dire. Moi, je crois qu'il n'y a pas de... on t'a perdu. Il n'y a pas de débat là-dessus, mais la question, je crois que c'était... Vous m'entendez ? Oui. Ouais, c'est revenu. Vous m'entendez ?
Rudy Gobert est-il l'arbre qui cache la forêt? Donc, on est tous d'accord que Rudy Gobert, c'est le numéro 1 français. Vic, même devant le match de foot. Vico, tu restes avec nous? Oui, je suis là. Oui, alors, j'attends qu'on passe aux autres, mais effectivement, pour moi, il est devant, c'est évident. Au passage, il fait une super saison. Il fait une super saison dans l'équipe qui est numéro 1 de la ligue, donc ça, respect, super. Il mérite d'être All-Star haut la main, c'est l'un des meilleurs défenseurs NBA. Je trouve pas qu'il ait le melon. Pour jouer à NBA, il faut quand même avoir une certaine confiance en soi, il faut être sûr de soi. Il l'a. Respect, parce qu'on en a eu pas mal des grands mecs de 2m10, 2m15, 2m20 qui avaient des gros potentiels et qui n'ont jamais fait ce qu'il fait, évidemment, et qui n'ont jamais atteint la moitié de son niveau. Donc franchement, respect à lui. Maintenant, les autres Français, c'est compliqué cette saison. Qui a été... Comment? C'est compliqué de manière générale, les Français cette saison, si on enlève Rudy Gobert. Ceux qui ont un rôle, il y a Evan Fournier et il y a Nicolas Batum. J'oublie qui, Théo Malédon, dans une équipe un peu de seconde zone. Découvre la NBA. C'est ce que j'allais dire. Et Timothée qui a trouvé sa place un petit peu dans la rotation du côté net. Et il est vraiment intéressant, je trouve. Alors, c'est pas l'équipe que je regarde le plus, mais souvent, tu vois que quand il est là, il essaye de faire le petit ajustement en défense. C'est un truc qui manque un peu au net. Je sais pas, il y a quelque chose il dégage quelque chose de positif. Je l'aime bien, ce mec-là. J'ai un bon a priori. Écoute, moi, je trouve qu'il a été choisi un peu bas dans la draft. Et il est dans une équipe, en fait, moi, ce que j'aime bien, c'est qu'il saisit sa chance, en fait. Ça veut dire que quand il est sur le terrain, il sait ce qu'il a à faire pour rester sur le terrain et gagner la confiance de ses coéquipiers et des coachs. Donc, moi, je trouve que dans le process, pour sa première saison, il est plutôt vraiment pas mal du tout. Il a fait des Attends, tu parles de qui là? Théo Malédon. Ah, on était sur Timothée, moi. Ah ouais. Alors, on était sur Timothée. Alors oui, j'ai entendu Malédon, donc malheureusement, entre deux matchs, j'étais en train de regarder le match. Mais Malédon, j'aime bien sa première année. Voilà, moi je trouve. Alors, malgré que je vais revenir par contre sur Hayes, il a été blessé tôt. Je fais la comparaison, mais je préfère Malédon en meneur. Après, pour revenir sur Luau Cabarro, moi j'ai mis un gros plus pour lui parce que c'est un mec qui a galéré pour arriver là où il en est. Et à chaque fois, il a rien lâché. Donc mentalement, ça prouve que le mec est solide. Et il n'a pas été échangé. Il est dans une super team. Et il a du temps de jeu. Et il prend ses minutes. Et il fait des stats. Il n'a pas été échangé. Si, il était à OKC avant. Il a été échangé. Enfin, Vic, là, ce qu'il voulait dire. Il aurait pu être dans un trade qui a envoyé. On parle de cette année, puis. Et donc, oui, moi, je trouve. J'ai mis un gros plus pour lui parce que mentalement, il est solide et il a su saisir sa chance aussi. Donc, ça, c'est pour moi un gars qui a potentiellement un avenir. Ça me paraît fragile dans le sens où, comme tu dis, il a été vraiment dans les rumeurs de transfert et à tout moment, tu sens qu'il peut jarter pour quelqu'un. Et que s'ils doivent faire venir, échanger avec un Drummond ou je sais pas comment ils vont s'organiser, mais s'il y a un trade qui se profile, tu sens qu'il peut être dans la charrette. Alors, oui, qui peut faire monnaie d'échange. Et s'il se retrouve. Ce que je veux dire, c'est que ces performances, elles me semblent un peu fragiles et elles me semblent pas s'installer. Voilà, Fournier, on sait que c'est le mec d'Orlando, qu'il est installé, même si ça peut bouger, mais je veux dire, c'est un gars important. Nicolas Batum, il est bien installé dans le groupe aussi. Gobert, on n'en parle pas. Timothée Luau-Cabarro, je pense qu'il est quand même toujours à la merci d'une décision d'un transfert, d'un switch et tout. Et s'il retourne, parce que je crois qu'il est passé à OKC, il est passé à Chicago, il est passé par pas Détroit, un truc. Il a fait pas mal d'équipes où il avait un rôle très très fond du banc quand même. Donc là, il a réussi à rebondir. C'est super. Justement, par rapport à cet argument-là, effectivement, il peut toujours être dans un trade. Mais je veux dire, par rapport au fait qu'on ne savait pas qu'il existait en fait. Et là, depuis la bulle, je trouve qu'il y a effectivement eu un changement parce qu'il a profité des minutes pendant la bulle et il a transféré ça sur la saison d'après. Donc pour moi, il y a une espèce de continuité qui fait que il est plus, pour moi, c'est plus un faire valoir, à prendre avec des guillemets. Je pense qu'il a quand même maintenant, il a le statut joueur NBA, pas joueur du fond du banc qu'on ne connaît pas en fait. Flo, ton avis sur Nicolas Batum, toi qui es supporter émérite des Clippers, on a beaucoup parlé de lui avec son gros contrat et ses difficultés tout de Charlotte.
que loué sans doute sa remise en question et sa remise en forme après son transfert au Hornet. Il a pris une place de titulaire dans le 5 des Clippers. Bon, de temps en temps, il a un match champ, mais il a des joueurs à côté de lui qui font des gros scores et c'est pas ce qu'on lui demande de toute manière. Il apporte son expérience, je pense, il lit un peu les joueurs dans l'équipe et franchement, c'est très positif. Au-delà, je sais qu'il y en a certains, je tairai les noms, qui n'aiment pas trop Batum ou qui, dès qu'ils entendent ce nom, s'en vont de voir. Mais non, mais très bien. Des personnes avec des casquettes. Ouais, ou sans ensuite. On va pas dévoiler le contenu de conversation sur WhatsApp. Je voulais revenir un peu sur le débat en lui-même. Le débat était est-ce que Gobert cache la forêt française, enfin on parlait évidemment de joueurs français. Moi je pense pas. On a quand même, je trouve que c'est quand même une chance d'avoir 11 joueurs français dans la Ligue NBA. On parle là de 30 franchises, 450 joueurs, l'élite mondiale. Et quand je parle d'élite, c'est des joueurs talentueux. Je pense qu'il y en a partout dans les rues ou dans les gymnases. Et là, on parle vraiment des 450 meilleurs mondiaux. Et on a quand même Gobert qui est une superstar, all-star et premier de la ligue en ce moment. Batum titulaire aux Clippers qui joue aussi pour une bague. Fournier qui est souvent blessé malheureusement, mais qui est quand même très bon. Bien sûr. Non, il a joué là, il a repris là. Ouais, il est revenu depuis 2-3 matchs, ils ont gagné. Il fait du bien à son équipe. Il fait du bien, il est titulaire, c'est encore un joueur titulaire. La situation avec Ross, elle n'est pas évidente, hein, parce que Ross, il prend énormément de shoot en sortie. Terence Ross qui sort du banc à Orlando, il a un volume de shoot qui est énorme. J'ai vu un match où en première mi-temps, il met rien dedans et il continue à tirer toute la soirée. Je pense que coach Clifford, il hiérarchise quand même. Hein. Effectivement, Evan, il aime le ballon, Ross, il aime le ballon, Vucevic, il aime le ballon. Là, je suis bien content pour le retour de Fournier parce qu'il dynamise l'attaque de l'équipe et résultat, ils ont 2 victoires. Donc, ça montre que c'est un joueur quand même majeur dans cet effectif-là. Donc, hormis ses blessures, moi, c'est un joueur que j'aime beaucoup parce que c'est un joueur mental aussi parce que ses débuts NBA n'étaient pas simples. Et s'imposer comme ça, moi, je trouve respect pour ça. Ouais. Il y a quand même un joueur qui symbolise, qui cristallise les difficultés françaises. Vous savez forcément auquel je pense. Un ancien Strasbourgeois. D'un joueur de cette équipe. Ouais, voilà. Alors, mais attends, juste avant de passer sur l'autre joueur, j'aimerais quand même revenir sur Batum. Alors, effectivement, on a eu des hauts, on a eu des bas avec Nicolas Batum. Mais pour rejoindre ce que Flo disait, je pense que ce mec-là, vraiment, c'est l'archétype du basketteur qui a tout pour lui, en fait. Ça veut dire que le mec, il a une bonne étoile, il arrive au bon moment, il a mangé chaud avec Borrego là, sur les 2 dernières années, c'est blessure. Donc, ça s'est très mal passé sur la fin. Et comme de par hasard, le mec, en intersaison, il était voulu par plusieurs équipes. Donc, il avait le choix de prendre des différentes équipes. Il choisit les Clippers. Il arrive aux Clippers. Le frère Maurice, qui devait être starter, est blessé. Donc, il se retrouve dans le 5. Et l'équipe commence à tourner mieux avec lui. Et donc, du coup, le mec se retrouve donc, dans le 5 majeur, faisant des stats. Il montre qu'il sait jouer au ballon. Donc, malgré toutes les critiques qu'il peut y avoir sur lui, moi, je trouve que c'est crédible quand même ce qu'il fait depuis ce début de saison. Ouais, mais alors je suis d'accord avec tout ce que vous avez dit, mais je trouve que Gobert est tellement plus fort que le reste que ça reste l'arbre qui cache la forêt. Parce qu'on parle d'un mec, il n'y a que Gobert qui est sûr d'être starter, même Batum, même Fournier, qui tu veux. Il n'y a que Gobert qui est sûr d'être starter dans 95% des équipes de NBA. Donc c'est qu'il est quand même à un niveau, sans manquer de respect à Batum ou à Fournier, mais je ne pense pas qu'il soit starter dans toutes les équipes NBA. Là, tu viens de le dire, Batum, il est starter parce qu'il y a eu une situation favorable au début. Bon, ça s'est bien passé. Je ne retire rien à ses qualités et à sa bonne étoile ou tout ce que tu veux. Mais je pense qu'il y a quand même un gros step entre Gobert et les autres joueurs français. C'est vrai. Oui. Moi, je suis d'accord. Je suis d'accord avec ce que vous venez de dire. Flo, tout à fait. Quand tu dis les mecs, il y a 450 joueurs NBA, on aurait tous rêvé d'en faire partie, évidemment. Donc, immense respect à tous ceux qui y sont. Et y être en tant que Français, c'est vraiment très, très fort. Donc, ça, immense respect. Mais après, ce qu'on veut dire, je suis d'accord avec Pierre. Il y a un monde entre. Bon, on est tous d'accord là-dessus. Il y a un monde entre Rudy Gobert et les autres. Et qui a un rôle important en NBA aujourd'hui? Ils sont 4, ils sont 5. Sur quoi? Tu disais 10 ou 11 joueurs? 11. Sur 11 joueurs, on peut considérer pour moi que Rudy Gobert
Et encore, un rôle important, 4 ou 5. Ouais, c'est cher payé, 4 ou 5 rôles importants. 4. Il y en a 4. Ouais, 3-4. Non, 4. Avec Luau Cabarro. Ouais. Mais il est pas. Alors, c'est un joueur que j'aime bien. Par contre, si vous pensez que je dis qu'il a un rôle important, je pense comme vous qu'il peut être échangé à tout moment. Je pense pas oui, moi aussi. Moi, c'est pour j'ai dit que c'était son statut, il me semble très fragile. Oui. Mais bon, pour l'instant, le gars, il marque 7 points en NBA, il joue presque une vingtaine de minutes, c'est bien. Une précision sur Batum. Franchement, il fait une super saison dans une équipe qui est bien, qui a de grands projets, et c'est super pour lui. Moi, vu que vous faisiez quelques sous-entendus, je rectifie ou je précise. Nota bene. Je n'ai jamais aimé son arrogance et ses interviews. C'est sa façon de sous-entendre que, avec humilité, qu'il est le plus fort. C'est un peu énervant. Donc c'est juste ça qui m'énerve un peu. Donc on va donc se griller avec Bin et avec Nicolas Batum si on voulait l'inviter. Le podcast, il va pas faire long. Et le pauvre Nilikina, bah franchement c'est dur, mais lui il a vraiment eu sa chance. Donc il a eu sa chance. Donc et il a pas montré. Franchement pour moi, quand je l'avais vu jouer en France, j'avais trouvé que c'était un mec explosif, qui avait un gros potentiel et tout. En NBA, j'ai pas vu l'ombre de ça, quoi. Et il s'est caché derrière un rôle défensif. En plus, le pauvre, il était incapable de mettre un shoot. Et pour moi, il a disparu des radars. Et je vois pas qui pourrait à nouveau lui faire confiance dans un rôle. Parce que Luau Cabarro, il peut avoir vraiment un rôle de défenseur, un rôle de mec qui met des shoots à 3 points et tout. Nilikina, je vois pas pourquoi on irait le chercher. On n'a rien vu en NBA pour l'instant. Ah ouais, voilà. Moi, Nilikina et Doumbouya, je les mets un peu dans la même truc. Dans la mesure où, en fait, tu arrives dans la ligue, tu sais que tu vas être dans une équipe, tu ne vas pas jouer le titre, tu ne vas pas jouer les playoffs. En fait, comme disait Flo, tu arrives à 450 joueurs. En fait, tu sais que tu vas arriver dans ce genre d'équipe-là. Moi, j'ai l'impression qu'ils sont restés encore sur le jeu européen, FIBA. Ça veut dire qu'en NBA, il faut être spécialisé dans un truc, en fait. Ça veut dire que quand tu essaies de défendre, tu ne sais pas attaquer. Non, mec, c'est-à-dire que il faut, quand tu es sur le terrain, il faut te montrer indispensable pour gagner tes minutes et pour gagner une espèce de notoriété. Et là, pour moi, ces deux joueurs-là, entre guillemets, ils ont raté leur wagon, en fait. Et ouais, mais je ne mettrais pas les situations. Ils n'ont pas les situations identiques parce que Franck, il avait vraiment aucun meneur devant lui. Et Doumbouya, il a quand même si physiquement il est moins fort, il a quand même Griffin qui est en titulaire à Détroit quand il arrive. Et il y a Jeremy Grant qui arrive cette saison avec un très gros contrat. Et il joue quand même à la base, je crois que Doumbouya, c'est un 4, un 3 très grand qui peut jouer 4. Et il va plutôt utiliser en 4. Donc il pouvait pas prendre. C'est plus compliqué. Il pouvait pas prendre la place de Grant parce que c'était défini comme ça. Mais, Blake Griffin, tu vas pas me dire, Blake Griffin à l'entraînement ou en match, c'est pareil. Je veux dire, le mec, il sait pas courir, il sait pas jouer. Donc, pour moi, Doumbouya, il devait être bouffé. Après, le mec, il pèse, je sais pas combien dans la masse salariale de l'équipe, donc il faut le faire jouer. Maintenant, je trouve, quand il rentre sur le terrain, en fait, je sais pas, mentalement, je le trouve pas dedans, en fait. Ça veut dire qu'il doit être couteau dans les dents. Je trouve qu'il est pas assez hargneux quand il rentre sur le terrain, en fait. Que dans les dents, ça fait mal. Alors, est-ce que Franck, il n'a pas pâti aussi un peu du problème des Knicks? Alors, évidemment, il est très fort, mais je pense que c'est quand même plus simple, sans doute plus simple quand tu arrives dans une équipe qui tourne, dans une franchise stable, où peut-être qu'on te laisse le temps. Je vois Vince déjà qui lève les yeux au ciel parce que je sais ce qu'il va me dire, il doit être performant tout de suite ou ce genre de choses, ce que j'entends aussi tout à fait, mais je pense que c'est pas tous des machines évidemment, qu'il y a des joueurs peut-être un peu plus sensibles que d'autres et il aurait peut-être un contexte plus favorable lui aurait permis d'évoluer un peu plus différemment. Ouais, non, Flo, franchement, dernière minute, mes amis, sur cette partie. Hein. Après, on passe au suivant. Franchement, non, je suis pas d'accord parce que tu arrives, comme encore je le dis, hein, tu arrives dans l'équipe. Ils l'ont mis quand même dans une espèce de contexte où il devait se développer en tant que meneur de jeu pour reprendre l'équipe. Non, le mec, il avait sa photo sur un building de 10 étages. Il arrive quand même, mentalement, quand tu es comme ça, tu es arrivé couteau dans les dents. Moi, je ne comprends pas. Je continue à dire que les deux, hein, Doumbouya et Nilikina, les mecs, ils ont le talent pour. Je veux dire, il y a quelque chose qui ne s'est pas passé, mais pour moi, le train, pour eux, ils ne vont pas le rattraper. Hein. Comme disait Vince, je ne vois pas qui leur fera confiance.
Ntilikina, même dans une équipe qui tourne pas, il avait les cartes en main, il est meneur de jeu, donc c'est aussi à toi de la faire tourner, hein, tu vois, l'équipe. Et bien sûr. Si le mec il avait tourné, je sais pas, à 13 points, à 5 passes, aujourd'hui, on dirait ce mec-là, il peut faire ça. Il a jamais fait plus de 7 points, 3 rebonds à 34% de réussite. Au bout d'un moment, ça suffit. Il faut montrer autre chose. Dans une équipe qui tourne ou qui tourne pas, il avait quand même le ballon en main, plus que les autres en tant que meneur de jeu, pour s'exprimer et pour faire des stats. Et malheureusement, c'est ce qu'il faut. Hein. Ça suffit pas d'être... Pour moi, il y a 2 phrases qui les résument. C'est malheureusement, tu as le talent, mais ça ne fait pas tout. Et une phrase que Vincent aime beaucoup, c'est que malheureusement, c'est des dauphins dans un milieu de requins, en fait. Ça veut dire que les mecs, il faut qu'ils élèvent leur niveau de jeu. Et malheureusement, encore une fois, je pense que c'est râpé pour eux. Victor nous fait... Tu peux assumer toi-même. Victor a donc décidé de faire étalage de tout son vocabulaire. Fleuri. J'ai jamais entendu cette expression. C'est Vince qui m'a sorti cette expression. Le couteau dans les dents. Messieurs, on a fait le tour. Une deuxième partie, on va dire, un petit peu moins de 10 minutes pour évoquer cette deuxième partie. C'est un débat qui a lieu aussi vieux que Mathusalem, hein, pour faire plaisir à Vic. Est, Ouest, qui est le plus fort? Encore une fois, cette année, les résultats, l'analyse des résultats est assez claire. Hein. On a à l'Est 5 équipes dans le positif. Elles sont 9 côté Ouest. Et puis, j'ai regardé le classement global de toute la ligue. C'est 8 équipes positives dans l'Ouest. On a 9 équipes sur 15 dans les classements global qui viennent de l'Ouest. Dans les 15 premières équipes, on a 9 équipes qui viennent de l'Ouest. Ça a toujours été comme ça, ou qu'est-ce qui explique la différence selon vous? Alors, moi, pour me baser sur la saison, la semaine dernière, Vince, il a dit un truc. Sans proverbe, s'il te plaît. Pardon? Sans proverbe, s'il te plaît. Non, Vince, il a dit un truc très vrai, c'est que la hiérarchie, elle est en train de se mettre en place. Surtout à l'Ouest, où tu vois vraiment les 8 équipes qui se détachent, qui se démarquent des autres. Les 3 premiers, qui ont, je crois, 5 victoires sur les 5 suivants. Et à l'Est, où là, c'est un peu plus homogène. Donc, beaucoup de choses peuvent se passer. Donc, je rejoins Vince là-dessus. Et pour moi, la conférence Ouest, plus forte que la conférence Est. Pourquoi clairement, en ce début d'année, ce début de saison, oui, l'Ouest est devant l'Est. Après, historiquement, sur les 10 dernières années, il y a 6 bagues à l'Ouest, 4 à l'Est. On verra encore cette année. Mais bon. Dans les 4 à l'Est, il y en a 3 pour les Browns. Ouais, c'est un peu ça. Sur les 10 dernières années, c'est un peu suivant où étaient les Browns. Mais justement, pourquoi parce qu'on est d'accord, cette année, l'Ouest est largement devant, que ce soit les top équipes, que ce soit les équipes de 3 à 8, même les équipes en dessous. Enfin, tout est meilleur à l'Ouest, je trouve. Je pense qu'on est d'accord là-dessus. Mais pourquoi, historiquement, ça a toujours été le cas, quasiment? C'est vrai, quand tu retraces. Moi, j'ai l'impression que c'est le climat. Tu sais que j'y ai pensé, Vic. Le climat, ça peut jouer, ça. Ça peut peut-être jouer. Hein. Je sais pourquoi Flo, historiquement, j'ai un peu les stats. Si on compte les titres des Celtics dans oui, les années 60. Il y a l'exception Celtics, mais c'est vrai que de manière générale, c'est vrai qu'on a l'impression que... Et Chicago aussi. Mais si on parle dans sa globalité, dans la globalité, on a vraiment le sentiment que c'est plus Ouest qui est devant. Moi, je dirais que à l'époque où on a commencé à kiffer le basket, c'est fin 90 pour ma part et début 2000, il y avait effectivement cette situation qui était installée. Mais moi, ce que j'ai réalisé, c'est que les petits marchés à l'Ouest, ils arrivent à être forts, là où les petits marchés à l'Est ne le sont pas. C'est-à-dire que San Antonio, en soi, c'est un petit marché. Sauf que San Antonio, c'est 5 titres. Si on va prendre un petit marché à l'Est, on ne va pas trouver d'écurie avec 5 titres. Golden State, même si beaucoup de respect, il y avait des titres dans les années 70, ça restait un petit marché. Ils en ont fait un truc énorme. Bon, maintenant, c'est devenu un gros marché économique. Donc, il y a des grands joueurs qui veulent venir. Mais Memphis, par exemple, il y a toujours eu des relativement bons résultats à Memphis. Ils ont eu une période où ils étaient dans le top 8 quasiment tous les ans. Tu fermais les yeux, tu savais que Memphis y était. Il n'y a rien de clinquant, il n'y a pas de star, il y a pas. C'est un savoir-faire. Si on parle de la période après Bulls, ok, parce que on attaque en 99, par exemple, en 99 avec le titre des Spurs de mémoire. Pourquoi il y a une grosse domination de l'Ouest? L'Ouest est plus dense, mais pourquoi depuis ce temps-là? Il y a eu des transferts de joueurs. LeBron est passé à l'Est, à l'Ouest.
Là, cette année, on a trois stars qui viennent à Brooklyn, machin. Ça a pas fait basculer le niveau. Hein. L'Ouest il est beaucoup plus dense depuis toujours. Alors, tu as bien des équipes comme Boston avec leur Big Three en 2008 qui a gagné. Tu as bien les Cleveland, Miami Heat qui a gagné. Tu as eu Détroit en 2004 aussi. Mais de manière générale, l'Ouest, c'est énorme. Pourquoi ça? Le climat, c'est peut-être une piste, hein, le climat. C'est peut-être plus glamour. Une franchise, peut-être, plus ambitieux. Je ne les connais pas tous, mais... Après, je laisserai quand même la mayonnaise prendre un peu du côté des Nets quand même, là, parce que à l'Est, ça peut être quand même quelque chose, si ça arrive à perdurer dans le temps, ça peut être quand même sérieux à l'Est. Hein. Oui, mais c'est une équipe, ça ne renverse pas l'équilibre. Il faudrait qu'il y ait 4 équipes à l'Est qui explosent pour que ça renverse l'équilibre. Charlotte, même si tu leur laisses 10 ans, je ne vois pas Charlotte aller concurrencer à l'heure actuelle, je sais pas, une équipe. Par exemple, Portland. J'ai l'impression que Charlotte et Portland, tu peux te dire que c'est des villes qui attirent à peu près autant l'une que l'autre, c'est-à-dire que pas du tout. Et pourtant, tu vois que Portland, ça fait des années qu'ils sont là. Dans le passé, il y avait Clyde Drexler qui était là, ils avaient des grosses équipes. Après, avec Aldridge, maintenant avec Lillard. J'ai aucune réponse, mais je constate, comme le dit Vincent, que depuis toujours, l'Ouest, ça marche dessus, quoi. Adam Silver avait évoqué il y a quelques années ou quelques mois la possibilité de faire des playoffs croisés entre les équipes de la conférence Est et la conférence Ouest avant la finale. C'est quelque chose qui vous semble intéressant? Non, moi j'aime pas. Moi je pense pas, parce qu'au final, il y a on joue qu'un titre en fin de saison, c'est la bague. Il suffit. Alors effectivement, même si l'Est a l'air un peu plus faible sur l'ensemble des équipes, mais si les Nets vont au bout, bravo à eux, et ça sera eux la meilleure équipe, et elle viendra de l'Est. C'est vrai qu'on pourrait imaginer, je pense, un classement plutôt que de 1 à 8 par conférence, on pourrait imaginer un classement global de 1 à 16. Et pour faire le mix, tu vois ce que je veux dire? Le premier contre le 16e, le deuxième contre le 16e. Ça enlève le charme. Ça mixerait. Mais moi aussi, je suis d'accord, je veux garder. Et vraiment, l'essence du sport, c'est Est-Ouest. Mais cette année, vas-y. En début de saison, je me disais, quand je regardais, on fait toujours entre nous les previews pour les playoffs et tout, on se disait, à l'Ouest, il faut éliminer 7 équipes qui n'iront pas en playoffs. C'était mission impossible de les trouver. Toutes les équipes avaient la possibilité d'intégrer le top 8. Là, ça est en train de se dessiner. À l'Est, on savait déjà qu'il y avait 6 qui étaient garantis. Il y en avait 4 qui n'allaient pas être qualifiés. Tu avais un petit ventre mou qui se jouait entre 4 équipes. Mais à l'Ouest, c'est très, très difficile. Ouais. À cause de la densité et à un niveau supérieur en plus, quoi. C'est raison de plus pour laisser les 2 conférences de chaque côté pour permettre à l'Est quand même de sortir des équipes jusqu'en finale NBA. Au passage, tant que j'en suis à faire des messages à un peu tout le monde, je vais directement m'adresser à Adam Silver. Le commissionnaire de la NBA. Je vais lui envoyer le podcast. Bien sûr. Le commissionnaire de la NBA. Franchement, le système justement de draft pour le All-Star Game, où chaque capitaine choisit ses joueurs façon comme à l'époque quand on jouait au foot dans les cours d'école, à tour de rôle là. Ça c'est nul. Moi je veux une conférence de l'Ouest. Non, ça va avoir lieu encore. Ça va avoir lieu encore cette année. On aura l'occasion, je pense, de parler du All-Star Game, notamment peut-être la semaine prochaine. Oui. Mais là, j'ai des messages comme ça, t'envoies cette vidéo à tout le monde, Chos, et puis j'attends les réponses de... Parfait. Écoutez, messieurs, on va faire une nouvelle coupe. On va se retrouver pour la suite de cette émission. On aura un quiz qui a été concocté ce soir par Pierre. Et apparemment, d'après ce qu'il nous a dit, c'est assez costaud. A tout de suite. On est de retour pour cette troisième et dernière partie, NBRS, The Podcast, épisode 2. On a notre traditionnel quiz. Je rappelle les scores de la semaine dernière. Avec un cavalier seul de Pi, 12 points. Deuxième place pour Vincent, 9 points. On a Mugzia avec 3 points et Zishan avec 3 points. Et ce soir, c'est Pi qui va animer ce podcast. Je te passe le flambeau avec grand plaisir. Pierre, on t'écoute. Alors, messieurs, une petite question d'actualité. Quelle équipe est sur la plus grande série de défaites? Vincent? Les Lakers? Dites top, parce qu'en vidéo, je vais avoir du mal à vous voir. Tout à fait, c'est ça. C'est bien Cleveland. Bravo, Vincent. Combien de défaites? Sur 7 défaites consécutives. Non, c'est pas 9, c'est 9, je crois. Ah, t'as raison, c'est Houston 7. Oui, si, c'est ça. C'est 9 et Houston 7.
Houston 7. Ouais, Houston, 7 défaites consécutives. Ensuite, petite question de culture générale. Parmi les meneurs en NBA cette saison, qui est le mieux payé? Moi. Vincent? Stephen Curry. Oh là là, il marche sur la concurrence. Est-ce que tu as le salaire en tête ou pas? Tu te rappelles du chiffre? 42 43, bravo. 1 million, c'est cadeau. En millions de dollars, hein, pas en euros. Alors, ensuite, une petite question un peu plus technique. Sur les 450 joueurs de la NBA, un seul apparaît à 4 reprises dans des statistiques qui sont points, passes, rebonds et interceptions. Avez-vous le nom de ce joueur? Il faut parler parce que moi je ne peux pas voir. Il me semble que c'est Choss en premier. Westbrook? Non, c'est pas Westbrook. Doncic? C'est pas Doncic. Flo, je t'écoute. LeBron James. Non, c'est pas LeBron. Vic, une proposition? Paul George. Paul George, non. Kawhi? Pas Kawhi. C'est Jokic? Exactement. Ben oui. Il a placé son Jokic. C'est Jokic. J'aurais dû m'en douter. Donc, point, passe, Discretos. rebond. J'ai failli dire Julius Randle. Il est 8e scoreur. C'était pas loin. Hein. Il est Emmanuel 8e Quickley. scoreur avec 27 points de moyenne. Il est 8e rebondeur avec 11 rebonds, point 2. Il est 5e passeur avec 8,6. Et il est 6e intercepteur avec 1,7 interceptions par match. Chapeau. Saison épaisse. Mais son équipe n'est pas très bien classée pour le moment. Son équipe n'est pas encore au-dessus de la ligne de flottaison, 7e. en effet. Alors, là, on va rentrer dans des questions un peu plus tricky. Parce que voilà, là, je vais me réveiller. J'ai pris en référence, je le dis tout de suite, j'ai pris en référence les statistiques de ESPN. Je vais vous demander, messieurs. Attends, je vais sur le site d'ESPN. Je suis pas d'accord. Non, trichez pas. En fait, je suis pas d'accord. Je vais vous demander, messieurs, de me donner à chaque fois des duos de joueurs. Donc, dans le top 20 des meilleurs scoreurs, trouvez-moi des duos de joueurs qui sont dans la même équipe et qui font partie du top 20 des meilleurs scoreurs. Ouais. Moi. Josh, je t'écoute. Lillard, McCollum? Non. Mais en activité, cette saison. Cette saison. Moi. Je t'écoute. LeBron, AD. Non. Ils font partie du top 20. C'est le top 20 des meilleurs scoreurs, les mecs. C'est pas... Flo, je t'écoute. Kawhi, Paul George. Non. Ils sont pas dans le top 20. Ouais. Attends, on n'a pas dû comprendre. Attends, on n'a pas dû comprendre parce que là... Vous devez trouver dans le top 20 des meilleurs scoreurs, il y a des duos. Il y a deux mecs de la même équipe. Qui sont de la même équipe, qui sont dans le top 20 des meilleurs scoreurs. Alors, donc, Choss, il avait levé la main juste avant, il me semble. Irving et Durant? Non. Alors, je sais pas pourquoi, mais non. Ah, mais tu parles en Jeep Elite? Vous avez une dernière tentative et après, je vais donner la réponse. Moi, j'en ai un, sûr. Vince. Vas-y, Vince. Jokic, Murray. Oh putain, j'allais le sortir. Non, c'est pas ça. Et non. Alors, je vais vous le donner. Attends, laisse-nous. Ingram et Williamson. Pardon, j'ai pas entendu. Ingram et Williamson. Tout à fait. C'est le deuxième plus haut duo de la ligue en scoreur. Embiid et Harris. Non. Avec Williamson 14e et avec Ingram 19e scoreur. Mitchell Gobert. Non, Gobert, il est à 14 points. Tatum, Brown. Attends, j'en ai un. Bien, Vince, Tatum et Brown. Bien senti, ça. J'en ai un autre. Attendez, parce que... Non, c'est fini, il n'y en avait que deux. Qui a donné la Nouvelle-Orléans? J'ai pas noté. Florian. C'est Vic. Okay. C'est Vic. Non, je rigole, c'est pas. C'est Vic. C'est Vic qui a donné la première réponse. Ok, nickel. Alors, ensuite, dans le même principe, donc c'est toujours des partenaires, vous allez me donner dans le top 20, mais des passeurs. Vous pouvez me donner l'équipe si vous voulez, si vous n'avez pas les joueurs. Flo, je t'écoute. Jokic, Murray? Non. Murray, il n'est pas dans le top 20. Arrête-moi, quoi. Flo, Doncic, Porzingis? Non, Porzingis, c'est pas dans le top 20. Gros passeur. Ouais. Alors, je vais vous donner un petit indice. Il y a 2 équipes à l'Est et il y a une équipe à l'Ouest. Merci. C'est trop. Sixers. Les Sixers? Non, pas les Sixers.
je vais vous donner un autre indice. Dans l'équipe à l'ouest, il y a un ancien MVP. Les Nets. Non, à l'ouest. À l'ouest. C'est à l'ouest déjà. Ah non, t'as dit à l'ouest. Non, mais t'as dit il y en a 2 à l'est et 1 à l'ouest. Ouais, et dans celui à l'ouest, il y a un ancien MVP. Dans l'équipe qui est à l'ouest, qui contient un duo de passeurs dans le top 20, il y a un ancien MVP. Lui-même étant dans le top 20. Non. C'est les passes décisives. Ouais. Un ancien MVP, attends, je remonte les MVP là. Tim Duncan, Shaquille O'Neal, Kobe Bryant. Non, MVP de la saison ou des finales MVP de saison. MVP de saison. Ouais. Un ancien MVP joue à l'ouest. À l'ouest à l'ouest. C'est le seul qui a été à l'unanimité. Ben oui, quand même, les Warriors. Attends, Green, 7e. Stephen Curry. Tout à fait, 7e et 19e passeur de la ligue. Bon, ensuite, pour les 2 autres, c'est un peu plus tricky. Donc, je vais dire l'équipe dont Larry Bird a été le propriétaire. Indiana, donc. Indiana, tout à fait. Indiana Pacers avec TJ McConnell 13e et Michael si c'est ça, Brogdon, c'est Michael. Malcolm. Et TJ McConnell, il sort du banc, hein. C'est ça qui est fort. Ouais. Et c'est lui qui est devant. Il est devant l'autre. Et la deuxième équipe, ancien champion NBA il y a vraiment pas très longtemps. Boston. Non. Toronto, tout à fait. Avec Fred VanVleet et Kyle Lowry. Qui sont 15e et 16e. Ah, ça, c'était dur. Hein. Ouais, j'avoue. Ouais. Très sympa. J'ai un dernier, si vous voulez. Vas-y. On te prend. Alors, c'est le duo des rebondeurs. 2 rebondeurs dans le top 20 dans une équipe. Oui. LeBron AD. Attends. Il y a Vincent qui a dit oui avant. Cleveland. Non. LeBron AD. Ouais. Lakers. Ah bon. Je vais vous donner un indice. Oui, je sais. Je t'écoute. Les Knicks. Les Knicks avec Julius Randle, 2e rebondeur, et Robinson qui est 20e. Non, j'allais proposer, il n'y a pas les Pacers avec Sabonis et Turner? Non, Turner, en fait, il a 8 et quelques, je crois. Je pensais aussi que ça allait marcher, mais pas. Bravo. Bah voilà, c'était mon petit questionnaire. Ah, il est costaud, hein. Fort, Pierre. Bravo, voilà. C'est sympa. C'était tricky. C'était tricky. Ça restera l'expression de la soirée. On sent que le mec a passé la semaine à le peaufiner. Un petit clin d'œil quand on reverra cette vidéo sur tous les langues qui ont fourché, sur les fautes de français, sur les erreurs de proverbes. On va bien rigoler, je crois. C'est clair. C'est le métier. On termine, messieurs, tranquillement ce deuxième épisode avec les matchs de la semaine, vos rencontres à ne pas manquer pour la semaine à venir. Je n'ai pas vraiment checké le calendrier, mais j'imagine qu'il y a de belles affiches. Il y a de très, très, très belles affiches à venir. Là, je l'ai checké, moi, et vraiment, c'est pas mal du tout. Alors, je ne les ai pas tous notés, mais pour moi, le match à suivre, c'est les Jazz contre les Lakers. Mercredi soir. Jeudi. Ça, c'est gros match. Avoir la réaction du Jazz après sa défaite contre l'équipe. Mercredi, dans la nuit de mercredi à jeudi. Ouais, c'est ça. Ben, je suis d'accord. C'est ça aussi qui me faisait de l'œil, celui-là. Moi, j'en ai un petit sympa à vous proposer dans la nuit de mardi. Les Suns contre Trailblazers pour la 4e place à l'ouest. Ouais, ça va être une belle opposition. Ça va être bien sympa. Entre Devin et j'ai Damien. Une proposition aussi. Vas-y, c'est bon, j'ai fini. Je disais mardi aussi, c'est Boston Mavs, parce que j'aimerais bien voir le réveil des Mavs à un moment donné, et que j'aime bien l'équipe de Boston. Il y en a des matchs à voir. Hein. Ouais, la semaine, ce sport, il est au-dessus. Surtout les semaines de Champions League. Hein. Faudra faire des choix. Bon, je vais combiner, moi. Bon, messieurs, merci en tout cas pour cette deuxième émission. J'espère que vous avez pris autant de plaisir que moi. On s'est bien marié une nouvelle fois. Merci, chat. On se retrouve dimanche prochain. On aura peut-être des nouveaux. On pense à Ramon, qu'on n'a pas encore pu voir à l'antenne. Et puis on pense à Ramon et on pense à Jichan qui sont actuellement en vacances au ski. Voilà, si vous avez un petit message pour conclure l'émission, vous avez libre parole. Et une pensée pour... vas-y, quitte là avec ton maillot, toi. Et une pensée pour Flo, puisque Paris est en train de perdre.
Aïe. Je crois que j'ai ça sera le mot de la fin. Ça sera le mot de la fin. J'ai envoyé assez de messages ce soir. Je pense que c'est bon. Je reste... Merci, messieurs. Bonne soirée. Ciao, les gars, c'était cool. Bonne soirée à tous. Allez, à plus. Ciao. Ciao. Ciao.